Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, il va falloir que je me familiarise simplement avec la touche. C'est celle-ci? Ouais, c'est bon. Alors, je vais vous parler de la durabilité et pérennité. Je fais la distinction entre les deux, car pour moi, la durabilité d'un traitement, c'est sa durée limitée dans le temps pour un objectif déterminé, de quelques semaines à quelques mois. Et la pérennité qui est la caractéristique qu'on attend d'un traitement définitif. Donc, on a parlé depuis ce matin de tous ces procédés d'amélioration de sol qui consistent en définitive à réduire l'indice de vide, et ce, de différentes façons, soit par réarrangement des particules, soit par introduction d'une matrice ciment, enfin d'un élément cimentaire, de sorte à réduire l'indice de vide, augmenter et améliorer la cohésion, et par la prise de ces matériaux, obtenir une cohésion accrue. Voilà. Évidemment, ce faisant, on se retrouve confronté à différentes difficultés. Et pour moi, la plus importante consiste à choisir les matériaux appropriés pour s'adapter aux conditions de granularité qui vont nous amener à pouvoir introduire des matériaux dans la granularité, dans la porosité granulaire, et puis progressivement donc obtenir une amélioration de la cohésion et un peu de résistance, et progressivement l'étanchéité. Pardon? Ah oui, voilà. Donc le processus est simple, mais malgré tout, après quelques années d'expérimentation et d'expérience en général, je me suis rendu compte que je pouvais recommencer tous les 10 ans à dire la même chose, qu'il ne restait pas grand-chose des recommandations basiques, c'est-à-dire celles de respecter les contraintes granulaires, de respecter les pressions de mise en œuvre pour éviter qu'à débit constant, on excède la porosité accessible et qu'on vienne générer des surpressions et disperser les matériaux d'injection là où on ne souhaite pas le faire. Donc dans le cadre de cette approche de la durabilité et de la pérennité, j'ai pris quelques exemples. C'est de l'illustration, c'est pas bien compliqué, mais ça permet quand même de marquer les esprits. Et je pense que c'est pas inutile de le rappeler. Alors, les facteurs de risque, eh bien, pour moi, je les ai listés en 4 ou 5 groupes. Donc, l'altération des matériaux d'apport par rapport aux propriétés du sol traité. Pour avoir fait beaucoup de parois plastiques, on s'est confronté au fil du temps, dans de nombreux cas, à l'altération du liant de la paroi, du liant cimentaire, qui se trouve affecté soit par la présence d'inhibiteurs, soit d'arènes granitiques et de matériaux qui sont susceptibles d'empêcher la prise. Et en empêchant la prise, on maintient une perméabilité de 10-5, entre 10-5 et 10-6 mètres secondes, suffisante à laisser perdurer un flux à travers la paroi qui l'empêchera définitivement de prendre au bout de quelques mois. Alors, voilà, il y a aussi la lixivation des matériaux d'apport, donc ça fait partie de la fin de ce que je viens de vous expliquer. L'altération par érosion régressive, et ça, dans le cadre d'Erino, j'ai travaillé avec l'équipe pendant presque une dizaine d'années sur ces sujets d'érosion régressive. On a travaillé avec le laboratoire des ponts et le CERMES à ce sujet pour montrer les phénomènes de colmatage et d'érosion. Et puis, un autre sujet qui est fréquent à Paris, c'est celui de la dissolution du gypse. Cette dissolution du gypse, elle est directement liée aux conditions de confinement qu'on est capable de créer. Et c'est la manière dont on établit le confinement qui va permettre d'établir une certaine durabilité, parce que plus on va réduire la perméabilité, moins le risque de percolation d'eau non saturée en sulfate de calcium sera avéré, et donc plus la durabilité sera assurée. Ceci est un peu en contradiction avec le règlement très simple des carrières qui consiste à faire un rembliyage grossier,
un peu de comblement et se satisfaire de cette solution qui, pour moi, n'en est pas une. La dissolution du gypse entraîne des discontinuités relativement erratiques et il faut donc, pour s'en affranchir, il faut traiter sérieusement ces interfaces. On les retrouve dans les marnécaïas, mais aussi dans le sable de Beauchamp et aussi éventuellement dans d'autres formations. Mais la notion de réduction de perméabilité est l'un des facteurs de durabilité. Alors, une fois qu'on a parlé des exigences fonctionnelles, évidemment, on peut s'affranchir du sujet au bout de quelques semaines, quelques mois, mais aussi on a des exemples dans lesquels il faut atteindre une durabilité, une pérennité, c'est-à-dire quelques dizaines, voire plus d'années. C'est le cas d'un certain nombre d'exemples que j'ai rassemblés ici. Voilà, ça c'est le barrage de Serponçon. Il a 50 ans maintenant et un traitement qui satisfait le propriétaire et l'exploitant EDF de façon absolument parfaite. Donc c'est un exemple de pérennité, de traitement par injection de ciment qui ont été réalisés dans les années 50 jusqu'à 55 et qui aujourd'hui remplit parfaitement son rôle. Pour plus de détails, il suffira d'aller chercher sur le site d'EDF et de vérifier le contenu, mais par expérience et j'ai rassemblé ces données-là après avoir vérifié auprès de l'exploitant. Voilà le type de cut-off qui a été réalisé à Serponçon, c'est le premier exemple. Il s'agit d'argile-ciment. À cette époque-là, on n'utilisait pas de bentonite encore, mais de l'argile locale, qui n'avait pas des propriétés extraordinaires, sauf celle de compléter utilement la matrice cimentaire. En tout cas, voilà de nombreux exemples de barrages qui sont toujours en activité, qui donnent parfaitement satisfaction. Donc, en termes de pérennité, l'injection de bentonite ciment, quand elle est bien faite, dans un milieu granulaire approprié et dans des conditions géostatiques appropriées, on arrive à réaliser des choses absolument fantastiques dont la perméabilité descend en dessous ou approximativement à 10-7 mètres secondes, ce qui est suffisant pour un ouvrage de ce type. Par contre, il est des cas dans lesquels les choses ne se passent pas de la même manière. Bon, là, il ne s'agit pas... La cause n'est pas l'écran, mais enfin, la cause est l'écran, mais il s'agit d'un écran en argile qui a été mal réalisé et qui a donné lieu à la rupture de l'ouvrage. Je me suis occupé pendant bien longtemps de slurry trench, c'est-à-dire de parois sol bentonite ou de parois plastiques, et c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Ce sont des ouvrages qu'on utilise en remediation, beaucoup aux États-Unis et dans d'autres pays anglo-saxons, et qui sont relativement simples à utiliser, relativement économiques. Les slurry trench sont vraiment pas très coûteuses. Il suffit pour obtenir satisfaction d'introduire dans le mélange de matériaux que l'on fait hors sol, dans des bacs de 500 000 m3, on réalise un mélange du sol en place avec de l'argile d'emprunt ou de l'argile d'emprunt et de la bentonite, de sorte à atteindre un 40% à 80 microns et un 20% à 10 microns, et ça suffit largement pour atteindre une perméabilité de 10-8, 10-9, immédiatement. C'est quand même mieux que la paroi plastique, parce que la paroi plastique, elle a l'inconvénient de démarrer avec une perméabilité de 10-5, 10-6 dans son jeune âge, à un jour. Et si dans ces conditions-là, elle est soumise à un gradient hydraulique et qui plus est, un matériau plus ou moins acide ou inhibiteur, eh bien, on atteint le résultat que vous allez voir dans quelques slides, c'est-à-dire petit à petit le retard de prise, puis l'absence de prise, puis la détérioration qui conduisent à la réfection complète. Voilà des exemples de cut-off qui ont été faits en sol bentonite, en slurry trench. Et puis, on passe maintenant... Il y a une partie des slides
qui a été supprimé par mon petit camarade, là, parce que ça faisait trop long, mais j'avais d'autres sujets dont j'aurais voulu vous parler. C'est trop tard. Donc, parmi les ouvrages qui sont intéressants de citer, il y a les tunnels profonds. Le premier d'entre eux était le tunnel du Lötschberg en Suisse, auquel j'ai contribué dans les années 2000 à 2008. Et on avait un accident géologique constitué par les écailles du Trias et l'Ias dans la partie sud de l'ouvrage, à Verden. Et cette condition géologique particulière donnait lieu à un risque contractuel d'épuisement des eaux utilisées en surface dans le cadre d'exploitation et qui ont conduit les exploitants à exiger de l'opérateur et du constructeur de respecter un débit maximum de 2 litres seconde pour 3 tunnels de 80 mètres carrés de section, plus un tunnel de ventilation, et ce, sur 2 accidents distants de 150 mètres de distance. Il a fallu donc trouver un moyen de se débarrasser du risque et de gérer ce traitement de terrain, parce que l'exploitation hydrothermale nous aurait évidemment imposé une pénalité ad vitam aeternam. Et donc, on a trouvé une solution. Elle consistait, voilà les 2 écailles de Trias, les jaunes, là, qui sont là, et vous voyez en vert les 2 tubes de l'ouvrage à grande vitesse, et puis la galerie de ventilation qui se trouve en bas. Donc l'accident, c'est l'accident de la Jungfraukai. Et pour le traiter, on s'y est pris à 2 reprises en procédant à des forages à 100 mètres de distance de l'accident, compte tenu de la charge qui était de l'ordre de 110-120 bars. On avait quand même besoin de prendre un peu de distance et on a réalisé comme ça 2 séries de forages qui ont permis par injection jusqu'à 180 et 200 bars de pression, de serrer ces discontinuités de l'écaille du Trias et petit à petit d'en réduire la perméabilité, la conductivité hydraulique, pardon. Et in fine, on est arrivé à quelques 10-8 mètres secondes. C'est quand même assez rare, ça vaut le coup de le citer parce que ce n'est pas un ouvrage très courant. Et des conditions d'exécution non plus courantes. On a réalisé ça par injection de nanosilice avec sol étanche. C'était une des premières grandes mises en œuvre du silicol à l'époque. Hein, et ça dure toujours, ça fonctionne. On est toujours dans les conditions requises. Et aujourd'hui, donc, on peut utiliser cette référence comme étant une référence de pérennité d'un traitement par injection dans le massif rocheux. Ils ne sont pas tous comme ça, mais enfin, en voilà un. Voilà, donc les travaux d'amélioration de sol sont en général efficaces quand ils sont réalisés dans les conditions prévues de leur fonctionnement. Et je veux parler notamment, je vais vous montrer un certain nombre de cas de défaillance, parce que si on parle de durabilité, il est quand même utile aussi de parler de défaillance. Au moins, ça montre à chacun qu'il existe des conditions requises. Hein. Employer un matériau approprié à la granularité des terrains à traiter, ça paraît évident. Ce n'est pas toujours le cas. C'est même, malheureusement, vraiment pas. Ça constitue un véritable problème, si bien que ça vaut le coup d'en parler. Et puis, respecter les critères d'injection compatibles avec les contraintes, hein, parce que souvent, on se trouve confronté à des limites de faisabilité qui n'apparaissent pas forcément à tout le monde, mais qui sont bien présentes et qui conduisent à des échecs. En revanche, ces dernières années, j'ai entendu parler de choses qui m'ont un petit peu heurté dans la mesure où on a réalisé un certain nombre d'ouvrages à Paris de grande taille, de grandes fouilles, où on a optimisé les projets par des parois moulées complétées de jupes injectées. Ces travaux représentent une assez grande facilité, ils représentent une optimisation financière. Ils sont réalisés en général dans le Lutétien à Paris, et c'est franchement le matériau qui convient
pour réaliser des travaux de ce type. Alors je trouve un peu dommage que maintenant, au bout de quelques années, quelques références et un REX qui est absolument fantastique, qu'on abandonne, ou tout au moins qu'on ait peur de réaliser de nouveau ce type d'ouvrage. Voilà quelques exemples. Hein. Le SIAP, c'est à Colombes, une usine qui fait 60 000 m² de surface, c'est quand même pas rien, construite, excavée en bord de Seine. Eh bien, voilà le type d'ouvrage que nous avons construit dans le Lutétien. Le calcaire comporte une fissuration variable, certes, mais en général, il existe toute la partie du calcaire franc est quelquefois un peu fissurée. Il suffit de l'injecter avec des moyens appropriés, c'est-à-dire évidemment on oublie les tubes à manchettes et autres équipements qui n'ont pas la performance nécessaire, on injecte globalement. Et donc du coup, ce traitement-là a beaucoup de sens parce qu'avec des quantités limitées, des moyens relativement rapides à mettre en œuvre, on arrive à réduire la perméabilité à -7. Et ces -7, c'est très largement suffisant pour atteindre les objectifs recherchés en général. Là, il s'agissait de réduire, de couper l'alimentation fissurale du calcaire. Et on a obtenu, non seulement, je rappelle cette affaire, pourquoi? Parce qu'elle avait très mal démarré. Elle était partie un peu de travers malgré les titulaires du marché qui étaient les filiales de Sol Étanche à l'époque, qui s'étaient un peu pris les pieds dans le tapis en commençant à injecter tout au tube à manchette. Ils n'obtenaient aucune amélioration de perméabilité dans le calcaire, alors qu'il a fallu juste changer de matériaux et de mode d'injection pour d'un seul coup obtenir des rendements suffisants et des résultats tout à fait à la hauteur. Et ils ont fini, malgré tout, par terminer leur chantier quasiment dans les délais du projet. Donc ça vaut le coup de le rappeler. Il existe donc des moyens qui sont efficaces et pas forcément coûteux. L'autre projet, c'est le SICTOM d'Issy-les-Moulineaux. Il y avait 80 000 m² d'écran. Je pense que cette affaire vaut le coup d'être citée aussi parce qu'il y avait une faille traversant le projet. Cette faille qui fait partie du synclinal a été détectée finalement et traitée spécialement, et l'ouvrage a pu être construit dans des conditions raisonnables, malgré quelques frayeurs au cours de l'adaptation du projet. Voilà, donc parmi les conditions limites, je vais vous montrer un certain nombre d'autres choses qui me tiennent à cœur. On vient de parler d'inclusion et de soil mixing, de deep soil mixing. Eh ben moi, j'ai en ce moment un projet de deep soil mixing qui s'est révélé réalisé selon les directives imposées. C'est pas du tout dans notre pays, c'est à l'autre bout du monde, mais qui présente, voilà le résultat, défaut d'homogénéité 70%, défaut de résistance 40%. On est à côté de la plaque, on est dans une situation où il va falloir repenser le mode de traitement du projet avant de pouvoir commencer les excavations. Voilà le genre d'une faillite totale du process. Hein. On est dans l'argile, dans les terrains organiques. Enfin, ça, je pense, les gens sont passés à travers le sujet, enfin les concepteurs, sans le voir. Autre cas, voilà des colonnes de jet grouting. Hein, j'aime bien cette technique, je m'en sers souvent. Et par contre, je constate que bien souvent, il existe des conditions limites de mise en œuvre. Celles-ci n'apparaissent pas dans les cahiers des charges parce que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté. Elle est liée. Dans le cas présent, vous voyez une machine qui est en train de travailler. Je sais pas, la souris là, voilà. Elle est en train de travailler là. Et le spoil ressort ici, et là, et partout. Quand j'ai vu ça la première fois, je dis, mais attendez, je suis revenu sur les méthodes. Et la méthode était très simple. Les gens foraient avec un annulaire trop faible. Et en revanche, ils étaient partis sur une énergie de plus de 100 mégajoules-mètre. Ce qui veut dire qu'ils travaillaient à 400 litres minute. Mais 400 litres minute dans un annulaire qui fait 1 pouce, ça ne passe plus. Du coup, ça met en pression l'ensemble du terrain autour de la colonne. Le process de jet grouting
est clairement un système biphasique dans lequel on n'a pas de pression dans le terrain. On ne doit pas en avoir. On a le poids de la colonne qui remonte gentiment. Ça doit se développer comme ça. Si on n'arrive pas à ces conditions-là, il faut changer le mode d'équipement, changer le mode de forage, créer en sorte des conditions de fonctionnement normales pour que le jet, qui est un découpage par la vitesse du jet, puisse générer son apport de ciment, que le mélange se fasse et que l'ensemble remonte doucement en surface constamment. Ça veut dire que ce qu'on a vu, ce que mes collègues tout à l'heure vous ont parlé, ça ne doit pas arriver. Et ça ne doit pas arriver. Si ça arrive, c'est parce qu'on se retrouve dans des conditions d'épaississement du spoil, à tel point qu'il s'établit une surpression dans le conduit annulaire. Cette surpression, si on n'en est pas attentif, si on n'est pas vigilant, elle dépasse les limites et on arrive très rapidement à l'établissement, à la mise en pression du système. Et là, évidemment, ça ne fonctionne plus, puisqu'à 400 litres minute et 400 bars, il est clair qu'aucun sol ne résistera à des surpressions pareilles. Ça ne doit pas arriver. Pour que ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il faut prendre des précautions. Ça veut dire que le process doit être contrôlé par une régulation permanente du retour de spoil. En cas de défection ou de ralentissement du retour de spoil, il faut que la manœuvre soit faite complètement pour ressortir l'ensemble du train de tige et nettoyer complètement la zone dans laquelle l'épaississement se produit, de sorte à ce que le flux revienne en surface normalement et que l'opération reprenne. Ces dispositions, ces précautions-là, malheureusement, elles sont souvent pas prises, tout simplement parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Sauf qu'une fois que le soulèvement se produit, là, effectivement, tout le monde s'arrête. Enfin, voilà. Autre problème du jet grouting que je vois fréquemment, c'est le point triple. Le point triple n'est pas traité. Alors, oui, il va falloir aller vite. Le point triple n'est pas traité. Je me souviens d'une opération au Caire, métro du Caire, où on a fait de très, très nombreuses breakout en colonne de jet grouting. Et quand le tunnelier est arrivé pour sortir dans le jet, eh bien, on avait les voitures qui descendaient dans les trous en surface parce qu'il y avait chaque fois un fontis. Alors, le point triple, même avec des belles colonnes parfaites d'un diamètre suffisant, ça existe toujours. Et quand le sable est suffisamment sableux, il s'écoule comme un sablier. Voilà. Autre précaution, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même furieux, c'est depuis le temps qu'on dit aux gens que l'injection doit se dérouler dans des conditions de pression satisfaisantes par rapport à la position du traitement. Et bien voilà, cette formule-là permet, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on a une perméabilité donnée, une contrainte géostatique connue. À partir de ce moment-là, on a un débit qui, lorsqu'il augmente, et c'est le cas de l'injection, devient incompatible avec les contraintes en place et donc le sol s'ouvre. Il est donc relativement facile d'établir à l'avance, quand on a une zone à traiter à 5 mètres ou à 10 mètres de profondeur, dans cette zone-là qui est critique, de précalculer le débit maxi utilisable. En l'occurrence, ici, vous avez un sable de 10-4 mètres secondes, vous pouvez injecter à 500 litres minute sans problème, 500 litres heure, pardon, sans problème. Votre matériau va pénétrer dans le sable sans difficulté. Si par contre, cette formation sableuse change de perméabilité, on repasse d'un seul coup ou implicitement à une valeur de 10-5, il faut revenir à 50 litres heure. C'est pas pareil. Il n'y a aucune machine d'injection qui soit capable de produire ou de respecter un débit de la sorte. Donc, un claquage se forme à ce moment-là. Et ce claquage, tant qu'il est en coulis de ciment ou en micro-ciment, c'est pas trop grave. Quand il est en gel de silice, on le verra tout à l'heure, c'est particulièrement grave parce que, quelque temps après, cette perméabilité qui s'est formée dans le claquage va, par effet de synérèse, se rétracter et on va retrouver une perméabilité naturelle, quelquefois plus grande que celle de l'origine. Les règles de granularité, j'ai plus beaucoup de temps, alors je vais accélérer un peu, je sais même dépasser, c'est ça. Les règles de granularité, on les a écrites à chaque fois, elles figurent dans les recommandations du GT8 de 2006. Je m'en suis occupé.
mais je trouve qu'elle n'est toujours pas respectée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que on peut malgré tout essayer d'injecter un peu de ciment, mais dans les alluvions, qu'elles soient de type Détroit ou autre, il y a une limite. Cette limite, elle est entre 7 et 8%. Après, on commence à forcer le passage, et si on arrive à 10%, c'est un maximum. Donc j'ai vu des taux de traitement en coulis de ciment, c'est-à-dire en phase 1 d'un traitement mixte coulis plus gel ou coulis plus microciment. J'ai vu des taux de traitement où les gens défendaient 20% et plus. Ça, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose de mal compris dans le sujet et qui mène inéluctablement à un traitement incomplet à la fin, c'est-à-dire un traitement qui ne permettra pas de mettre à sec un ouvrage. Voilà, donc voilà ce qui se passe quand on injecte du gel de silice dans un régime qui n'est pas compatible avec la perméabilité et les conditions géostatiques, si bien qu'on arrive assez rapidement à une perméabilité finale qui n'est pas très éloignée de la perméabilité d'origine. Et quelques temps après, cette perméabilité finale va augmenter de nouveau puisque le gel va disparaître dans ces formations, dans ces claquages qui se seront produits par défaut de contrainte. Voilà, j'ai un exemple ici. Il y a quelques années en arrière, peut-être une bonne vingtaine, peut-être même plus, 30, il y avait un ouvrage à construire dans la région bordelaise. À Bordeaux, on a d'un côté les calcaires, de l'autre côté les marnes avec les alluvions qui surmontent. C'était dans les marnes. Les marnes sont sableuses. Elles sont très dangereuses parce qu'il y a une partie sableuse qui est risquée. C'est un peu comme notre beau champ ici, avec son faciès sableux argileux. Et le projet a été réalisé par injection de gel de silice. Les gens ont commencé avec une perméabilité qui était de l'ordre de 5, 10, 6, je crois. Oui, ils sont arrivés à 10, 7. Mais une fois le temps passé, quelques semaines, le temps que les excavations démarrent, quand ils ont ouvert les excavations, ils se sont retrouvés avec une perméabilité en place de 10, 5 parce qu'ils avaient surfracturé les marnes qui n'avaient pas à l'origine une perméabilité aussi grande. Voilà, j'en ai fini avec la pérennité. Je pense qu'on pourra en parler de manière plus éloquente à une autre occasion et j'espère qu'on m'en donnera l'occasion.